Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cet événement tenu par la Maison du développement durable, cet événement virtuel. Donc, merci à Hydro-Québec, partenaire principal de notre programmation, qui rend cette programmation accessible et gratuite. Et merci à la Ville de Montréal. Aujourd'hui, on reçoit Marie-Hélène Rondeau pour la conférence Pêche autochtone et initiative de pêche durable. Donc, j'ai très hâte d'entendre Marie-Hélène aborder ces différents sujets sur les pêches autochtones et les pêches durables. Je vous rappelle qu'il y a une section questions-réponses. Si vous voulez inscrire vos questions au courant de la conférence, nous pourrons les adresser à la fin lors de la période de questions. Alors, bonjour Marie-Hélène. Bonjour. Bienvenue avec nous. Merci beaucoup pour votre accueil. Ça fait grand plaisir. Écoute, je vais dire un petit mot sur toi, question de te présenter ton parcours qui est très riche, je dois le dire. Donc, tu es océanographe, chargé de projet pêche et aquaculture commerciale. Tu travailles à l'Association de gestion halieutique autochtone Micmac et Malécite, donc la GAM, depuis plus de 20 ans dans le domaine 2012. des sciences. Depuis 2012, mais ça fait une vingtaine d'années que tu travailles dans les sciences. Ça fait 10 ans, oui. Ça fait 10 ans que je travaille à la GAM, mais ça fait plus longtemps que ça que je travaille là, dans le domaine des pêches. Dans ce domaine-là. Puis quand on parle des sciences halieutiques, de ce que j'ai compris, donc c'est l'ensemble des disciplines qui traitent les problématiques liées à la pêche. C'est ça, c'est les sciences autour de la pêche et de l'aquaculture. OK, parfait. Tu es originaire de Montréal, mais tu as étudié à Rimouski, puis finalement, tu as migré vers la Gaspésie où tu habites présentement, donc plus près de ton métier, évidemment. Et tu étudies beaucoup les pêches commerciales, les espèces sous-exploitées, les pêches autochtones, et tu as plusieurs projets en lien avec ça qui ont été menés au fil du temps qui sont très, très intéressants. Et on a bien hâte de t'entendre sur ces sujets-là. Donc, à toi la parole, Marie-Hélène. Bonne conférence. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Marie-Hélène et je travaille à l'Association de gestion halieutique autochtone Mi'kmaq et Malécite. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire une présentation sur les pêches autochtones. Je vais commencer par faire une introduction, vous parler un petit peu là, de l'organisation pour laquelle je travaille, la GAM. Je vais ensuite faire un survol sur l'histoire des pêches autochtones au Québec et dans l'Est du Canada, pour vous parler aussi des types de pêche autochtones, vous donner quelques statistiques et finir avec 2 exemples de pêche durable au sein des communautés pour lesquelles je travaille. Donc, la GAM, ou Mi'kmaq Malécite Aboriginal Fisheries Management Association, on est un OBNL autochtone et on existe depuis 2012. On travaille pour 3 communautés, donc les Mi'kmaq de Gaspé, qui s'appelle officiellement la Nation Mi'kmaq de Gaspé, qui est sur la pointe de la péninsule gaspésienne dans les environs de Gaspé. Les Mi'kmaq of Gaspé-Pégag, situés plus dans la baie des Chaleurs entre, grosso modo, Carleton et Bonaventure. Et la nation Wolastoqiyik-Ouachibégouc, anciennement appelée la Première Nation Malécite de Vigée, qui a changé de nom au cours des dernières années. Eux autres sont situés à Kakuna et il y a beaucoup de leurs membres aussi qui sont dans la région de Rimouski. Dans le fond, on est une petite équipe, on est une quinzaine de personnes. On est issus de toutes sortes de milieux, autant allochtones qu'autochtones, urbains que rural. On a des gens de la France, des gens de la communauté Mi'kmaq et une personne aussi qui est à Benaki. La mission de la GAM, c'est de promouvoir la gestion durable et la conservation des écosystèmes aquatiques et océaniques sur les territoires et les zones d'activité de nos 3 communautés, tout en favorisant leurs intérêts et leur participation dans la cogestion. C'est une mission qui est très large. Quand on parle de cogestion, on parle de gestion de leurs ressources vis-à-vis les gouvernements, surtout le gouvernement fédéral. Et on est impliqué dans toutes sortes de projets. Ça va de les accompagner lors des consultations avec le gouvernement, mais aussi dans toutes sortes de projets plus concrets en conservation, en diversification des pêches. On fait des activités de sensibilisation et d'éducation des membres.
Et aussi, on a un bateau-école. Donc, on fait beaucoup d'activités de formation. On forme les membres des communautés à démarrer dans certaines pêches commerciales, comme par exemple la pêche au hareng, au thon. On a aussi un projet d'aquaculture dont je vais vous parler. J'ai mis quelques petites photos là, pour juste montrer des exemples de ce qu'on fait. Je n'ai pas mis de photos de réunions, malgré qu'on fait beaucoup de réunions, mais c'est un petit peu moins sexy. C'est juste des petits exemples de ce qu'on est en train de faire en cours. Là. Ici, c'est mon collègue Adam qui est en train de se familiariser avec la conduite du nouveau Zodiac pour faire des inventaires de pinnipèdes, de phoques, dans une zone de conservation qui est appelée le banc des Américains. On a beaucoup aussi de projets sur toute la caractérisation et la réhabilitation des milieux aquatiques plus estuariens, donc à l'embouchure des rivières, notamment pour l'anguille d'Amérique, pour le bar rayé, pour le saumon de l'Atlantique. Ici, on a construit une échelle à poissons. C'est une échelle, celle-ci pour établir le passage, la migration de l'anguille d'Amérique. C'est sur un barrage, donc ça empêchait l'anguille de poursuivre sa migration vers des aires d'alimentation. Et cette structure lui permet de continuer sa route. Ici, on nous voit en train de faire une étude qui s'appelle un inventaire post-saison de la pêche au concombre de mer. C'est plus dans notre axe diversification des pêches commerciales. En gros, c'est une grosse étude d'impact sur l'impact de la pêche au concombre de mer sur les communautés aquatiques. Une autre photo lors du projet sur le concombre de mer. Marie-Hélène, je vais t'interrompre une seconde parce que le partage d'écran ne fonctionne pas présentement et les auditeurs ne voient pas les images que tu montres. Oh, depuis le début? Oui, le partage d'écran ne fonctionne pas en ce moment. Oh, d'accord. Mon Dieu, OK. OK, donc, bon, je vais regarder qu'est-ce qui se passe. Ça fonctionne presque. OK, donc depuis le début, là, vous ne voyez pas ma présentation? Non. Oh, mon Dieu, je suis désolée. Non, pas de problème. Je suis partie, j'étais lancée. C'était remarqué, je croyais que les autres le voyaient, mais non. Donc, voilà, c'est réglé. Okay. On y est. On est tous à la même place. Je vais quand même revenir un petit peu sur les quelques images que j'ai présentées là, sans refaire tout mon texte. Donc, ça fonctionne maintenant? Oui, tout est beau. Oui. OK. Donc, bon, alors, voici où est-ce qu'on se situe. Alors, je vous ai dit que je travaillais pour 3 communautés autochtones. Donc, elles sont situées dans le Bas-Saint-Laurent et dans la péninsule gaspésienne. Alors, ici, là, près de Rimouski, on a la nation Wallasugilik-Quashipekuk. Dans la baie des Chaleurs, on a les Mi'kmaq de Gaspé-Pigac et sur la pointe gaspésienne, on a les Mi'kmaq de Gaspé. Nos bureaux se situent à Gaspé-Pigac. Et bon, j'ai parlé de la mission de notre organisation, fait que je ne reviendrai pas là-dessus, mais je vous montrais quelques photos, là, quelques images des projets qu'on fait, des projets sur le terrain notamment. Donc, ça, c'est l'inventaire de phoques dans le banc des Américains. En arrière-plan, on a notre bateau-école, qui est un petit, un assez gros homardier là, qui s'appelle le Niginag, qui veut dire notre maison en langue Mi'kmaq. Voici une image où est-ce qu'on fait plutôt des inventaires en milieu côtier, en milieu estuarien. On utilise toutes sortes d'embarcations. Ici, je vous parle de la fameuse échelle à anguille d'Amérique pour qu'elle puisse remonter un barrage et continuer sa route de migration vers des aires d'alimentation. Ici, c'est des images de notre étude annuelle qu'on fait sur la pêche au concombre de mer et l'impact de la pêche sur les communautés aquatiques. Et un autre exemple de projet qu'on mène, ça c'est un projet de ma collègue Tania Kondo. On fait, dans le cadre des activités de sensibilisation et d'éducation, on publie sur Facebook des petits
des petits, pamphlets informatifs sur les ressources qui sont importantes pour nos communautés. Donc, ça en était un sur le crabe des neiges. Et on essaie d'inclure là, des éléments de langue Mi'kmaq et malécite. Donc, Gogo et Net, ça veut dire qu'est-ce que c'est ça en langue Mi'kmaq. Et on parle ici du crabe. On donne quelques faits là, sur le crabe. On fait ça pour plusieurs espèces. Donc, voilà, je pourrais parler longuement de ce qu'on fait à la gamme, mais je vais plutôt passer au point suivant, qui est un des éléments de l'histoire des pêches autochtones. Donc, je vais vous parler des peuples qu'on appelle les peuples de la mer. Malheureusement, je ne parlerai pas de tous les peuples de la mer. Je vais plutôt concentrer ma présentation sur les communautés pour lesquelles je travaille. Donc, ici, vous avez une carte du Québec autochtone, donc de toutes les communautés autochtones dans le Québec. Il y a 11 nations au total, dont 41 communautés et 14 villages inuits. Donc, je ne comprends pas les Inuits dans les communautés, les 41 communautés. Les principales communautés qui sont impliquées dans la pêche dans l'Est du Canada, bien sûr, il y a les Inuits en blanc ici. Ensuite, il y a les communautés Innu en jaune, les communautés Mi'kmaq en mauve, la communauté Wolastoqiyik, Washpéguk ou malécite en vert. Et ce n'est pas indiqué sur la carte, mais il y a aussi les Passamaquoddy qui sont à la limite là, du Québec et du Nouveau-Brunswick et aussi du Maine. Je vais en reparler un petit peu plus tard aussi. Au Québec, alors on a 7 communautés Innu, 3 communautés Mi'kmaq, une communauté Wolastoqiyik et 14 villages Inuits qui participent à la pêche dite commerciale. Alors, je vais parler brièvement là, de ces communautés-là. Les Inuits sont, dans le fond, regroupés en 11 communautés qui sont établies dans le Labrador et dans la partie boréale du Québec. Ils regroupent plus de 20 000 membres. Dans le fond, les Inuits forment une nation dont la langue Innu-Imun est bien vivante. Mis à part 2 communautés comme Matimekush et Mastoyache qui sont vraiment situées dans l'arrière-pays, les autres communautés Innu sont établies sur la rive nord de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent et sur plus de 900 kilomètres. Les Inuits sont une des premières nations nord-américaines à avoir rencontré les explorateurs européens là, qui sont venus. Il y a eu les Scandinaves, ensuite les Portugais, les Basques, les Français, les Britanniques, etc. Mais même s'ils étaient les premiers, ils sont moins connus quand même que d'autres groupes autochtones qui sont situés plus à l'ouest, comme par exemple les communautés Mi'kmaq. C'est partiellement dû au fait que les Inuits passaient une grande partie de l'été à l'intérieur des terres du Québec et du Labrador pour chasser. Et ils se rendaient plus sur la côte en été où est-ce qu'ils vivaient alors de la pêche, de la chasse aux phoques, de la chasse aux oiseaux marins. Je passe ensuite aux communautés Mi'kmaq et à leur grand territoire qui s'appelle le Mi'kmaqui. Ici, on voit sur la carte les 7 districts Mi'kmaq. Nous autres, au Québec, dans la péninsule gaspésienne, c'est le Gaspé-Guéwagi, ce qu'ils appellent le bout du monde, le 7e district. Puis c'est ça, les Mi'kmaq sont établis tout le long, là, dans le fond, la Nouvelle-Écosse, l'île du Cap-Breton, l'île du Prince-Édouard, le long de la côte, au bord des rivières de l'est du Nouveau-Brunswick et de la péninsule gaspésienne. Ils visitaient aussi les îles de la Madeleine, qui appellent encore Memquit, et aussi Terre-Neuve. On fait référence aux Mi'kmaq comme étant le peuple de la mer parce que ça a été assez documenté là, que dans le fond, ils se regroupaient en grands groupes sur la côte tôt au printemps pour profiter de toutes les ressources marines là, année après année. Donc, on parle des éperlans, des œufs de hareng, de la chair du hareng aussi, des oies sauvages. Ensuite, plus l'été avançait, ils ont pêché la morue, les crustacés. Ensuite, plus en septembre, c'était la pêche à l'anguille.
Et toutes sortes d'autres poissons aussi, comme le saumon, les l'esturgeon, les calmars, les oiseaux de mer et leurs œufs. Elle était aussi connue pour chasser les mammifères marins comme les marsouins, les baleines, les morses et les phoques. Les gens des Îles-de-la-Madeleine disent même que c'est les Mi'kmaq qui leur ont appris à chasser le morse avant qu'il soit extinct aux Îles-de-la-Madeleine. Donc, ils naviguaient jusque-là avec des grands canots et c'était de grands navigateurs. Je vous parle ensuite rapidement des Wolastoqey ou Wolastoqey, qui sont, dans leur langue, c'était le peuple de la Belle Rivière. Donc, c'est en gris-brun ici sur la carte. Il était établi le long de la vallée de la rivière Saint-Jean et aussi le long de ses affluents, dans le centre du Nouveau-Brunswick, puis aussi là, sur la frontière entre le Canada et les États-Unis. Il y a 6 communautés au Canada, dont la communauté Wolastoqey-Washpégouk au Québec et 5 communautés au Nouveau-Brunswick et une aussi aux États-Unis. Et je vous parle rapidement aussi des Passamaquoddy, même si on ne travaille pas avec ces communautés-là, parce que c'était aussi un passé très maritime. Leur nom fait référence à des harponneurs de goberges. Il était établi le long de la rivière Sainte-Croix, qui est la frontière naturelle entre le Nouveau-Brunswick et le Maine, et aussi ses affluents. Ces communautés, les Wolastoqey, les Passamaquoddy, les Mi'kmaq, les Abénaquis et les Penobscot, dont je ne parle pas aujourd'hui, mais qui étaient plus établis en Nouvelle-Angleterre, ont un héritage culturel similaire et font partie de ce qu'on appelle la Wabanaki Confederacy. Peut-être que certains en ont entendu parler. Maintenant, je voudrais vous parler d'un concept, dans le fond, qui est Mi'kmaq, mais qui est similaire dans les nations auxquelles j'ai fait référence. Bien, comme la plupart des peuples dans l'ère pré-industrielle, les Mi'kmaq, les Wolastoqey, les Passamaquoddy dépendaient, dans le fond, de la générosité de la nature pour leur survie. Puis, par conséquent, ils accordaient une très grande importance au maintien d'une relation spirituelle étroite avec tous les organismes vivants, particulièrement avec les poissons et les animaux. Le concept dont je vous parle, le Nedugulink, c'est un concept qui est Mi'kmaq, mais il y a un parallèle à faire avec les concepts des autres nations, autant chez les Inuits que chez les Wolastoqey. En fait, c'est comme une façon de vivre en respectant la terre, l'eau, les plantes, les animaux et les poissons, puis en pensant aux 7 générations qui nous suivent. Je vais juste vous lire un petit extrait de Carrie Prosper qui vient de la Nouvelle-Écosse qui dit « Le Nedugulink est un concept culturel complexe qui englobe les façons de faire des droits souverains des Mi'kmaq. Il guide les croyances et les comportements individuels et collectifs sur le plan de la protection des ressources, de l'approvisionnement des ressources et de la gestion des ressources afin de garantir et respecter la prospérité et la viabilité du développement des générations ancestrales actuelles et à venir. » Dans le fond, le Nedugulink, ça reconnaît les 4 aspects de l'humanité qui sont l'aspect spirituel, l'esprit, l'aspect émotionnel, le cœur, l'aspect cognitif, le mental et l'aspect physique, le corps, et incorpore les valeurs comme le respect, la responsabilité, les liens entre les individus et la réciprocité. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que il y a un lien avec comment les Premières Nations définissent leur activité de pêche. Là, je fais un petit saut. Et j'ai ici un tableau qui regroupe, dans le fond, les Premières Nations Mi'kmaq, Malécite et Passamaquoddy, qui sont, en fait, les 35 nations issues des Maritimes de Gaspésie qui ont un droit de pêche issu des traités en vue d'assurer un moyen de subsistance convenable. Ça, c'est en vertu de l'arrêt Marshall. C'est le gouvernement du Canada qui a reconnu ce droit-là à ces communautés-là en 1999.
Je vais vous expliquer c'est quoi ça, l'arrêt Marshall, mais c'est pour vous montrer que dans le fond, il y a 35 communautés dans l'Est du Québec et dans l'Est du Canada qui ont un droit de pêche issu des traités de paix et d'amitié qui leur confèrent des droits de pêche commerciale, mais aussi d'autres droits de pêche que je vais définir un peu plus tard. Mais c'est pour dire que ça vient de là, en fait, ça vient de la reconnaissance que ces peuples-là exploitaient, avaient un mode de vie avec des liens très étroits avec la mer, les habitats côtiers. C'est drôle parce que moi, quand j'ai commencé à travailler à la GAM, il y a beaucoup de gens, des Autochtones, qui ne comprenaient pas pourquoi je travaillais pour les Autochtones dans le milieu marin, parce que pour beaucoup de monde, les Autochtones, c'était plus des gens qui chassaient, qui avaient des notions dans le bois. Tandis que, c'est ça, quand on lit un peu, quand on se renseigne, on se rend compte que c'était vraiment des gens qui vivaient en étroite collaboration, qui dépendaient des ressources de la mer là, pour survivre et pour se développer. Donc, je vais y aller avec quelques éléments d'histoire. C'est comme ma partie un peu plus aride là, de ma présentation. Fait que je vais essayer de ne pas trop passer de temps là-dessus et d'être claire. Mais en gros, là, c'est ça. Je vais vous parler, dans le fond, je vous ai parlé un peu du mode de vie de tous ces peuples-là durant la période précoloniale, donc avant l'arrivée des Européens, donc avant les années 1492, 1534 et 1504, quand les explorateurs sont arrivés en Amérique du Nord. Mais dans le fond, on sait que les Mi'kmaq, les Wolastoqiyik, les Inuits aussi, habitaient la région atlantique depuis entre 2500 à 3000 ans, puis certains même depuis 10 000 ans. Et là, c'est ça, quand, dans le fond, les Européens ont débarqué sur les côtes du Canada entre les années 1500 et 1600, c'est surtout des pêcheurs qui arrivaient en mars puis qui partaient à l'automne. Il y avait pas trop de communication entre les pêcheurs et les peuples autochtones. Mais avec, dans le fond, l'arrivée de Christophe Colomb, Jacques Cartier et Samuel de Champlain, il y a eu beaucoup de changements. Puis, un de ces premiers changements-là, ou une de ces premières conséquences-là du contact, ça a été les virus. Les Européens sont arrivés avec leurs virus, ce qui ont fait que les communautés Mi'kmaq et Wolastoqiyik n'étaient pas... sont tombés, il y a beaucoup de gens qui sont tombés malades, puis il y a eu une grosse perte de population, il y a eu beaucoup de décès. On parle là d'une perte de 50 à 90 de leur population originale sur une ou deux générations avec l'arrivée des Européens. Donc, par exemple, avant 1500, les populations combinées des Wolastoqiyik et Mi'kmaq pouvaient s'élever à 15 000 habitants. Puis, au cours des années 1600, ce nombre a diminué de plus de moitié. Ensuite de ça, la deuxième conséquence du contact avec les Européens, c'est les échanges commerciaux. Donc, les Mi'kmaq, les Wolastoqiyik échangeaient des fourrures et des peaux contre des biens là, dont ils étaient très friands, comme des couteaux, des haches, des étoffes, du tabac. Puis l'introduction de ces biens-là a comme créé une dépendance. Mais pour acquérir ces biens-là, les familles devaient piéger davantage d'animaux à fourrure. Puis ça fait que ces gens-là ont dû passer beaucoup plus de temps à chasser à l'intérieur des terres qu'avant l'arrivée des Européens. Donc, il y a eu comme un genre de changement d'activité aussi qui a été entraîné par ça. Après ça, je vais vous parler des traités de paix. C'est quoi les traités de paix? Parce qu'il faut comprendre que dans le fond, les Mi'kmaq, les Wolastoqiyik ont été, dans le fond, les guerres qui ont eu lieu par la suite avec les Anglais et les Français, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus. Lors de ces guerres-là, autant les Britanniques que les Français se sont servis
des membres des Premières Nations pour les aider à mener les combats l'un contre l'autre. Et puis, à un moment donné, les Britanniques s'y sont tannés, puis ils ont dit, nous autres, on va négocier des traités de paix avec les Wolastoqey, les Mi'kmaq, les Passamaquoddy, pour qu'ils arrêtent de se battre contre nous avec les Français, aux côtés des Français. Fait que tous les traités, les dates que vous voyez là, c'est des dates où est-ce qu'il y a eu des négociations avec les Britanniques pour harmoniser, dans le fond, les relations entre des Premières Nations avec les Britanniques, puis les détourner d'une alliance avec les Français. Puis en retour, c'est ça, les Premières Nations acceptaient de ne pas, on dit, molester les sujets de Sa Majesté, les colonies déjà existantes ou celles qui seront établies légalement à l'avenir. En contrepartie, les Britanniques acceptaient de ne pas nuire aux activités des membres des collectivités, Mi'kmaq, Passamaquoddy et Wolastoqey, comme la pêche, la chasse et la culture. Mais les traités étaient assez flous et ne précisaient pas l'endroit ni le territoire visé par ces activités. Ce qui est super important pour les communautés, c'est qu'en signant ces traités-là de paix et d'amitié avec les Britanniques, ils n'ont aucunement cédé ou donné leur territoire, ni leur titre, ni leurs droits. Donc, il y a eu ça. Après ça, il y a eu, là, je fais des grands sauts dans l'histoire, la guerre de sécession des États-Unis, dans le fond, la guerre d'indépendance, après 1780. Puis, lorsqu'il y a eu la création des États-Unis, il y a des milliers de colons qui sont restés loyaux à la couronne britannique, qui sont enfuis vers le nord de la Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et du Prince-Édouard, Québec. Puis lorsque ces nouveaux réfugiés-là sont arrivés plus au nord, il y a eu comme effet de un peu tasser les peuples Mi'kmaq et Wolastoqey qui y vivaient. Fait que malheureusement, ça crée une nouvelle dynamique dans les relations entre les gouvernements coloniaux et les collectivités autochtones. Puis un des changements les plus importants, ça a été l'érosion graduelle du sens donné aux traités, donc l'ignorance des traités qu'ils avaient signés. Même si les peuples Mi'kmaq et Wolastoqey ont continué de croire que les traités formaient la base de leur relation avec le gouvernement colonisateur, les 200 années qui ont suivi, malheureusement, ils ont vu que le gouvernement refusait d'honorer les ententes relatives à la protection, notamment des lieux de pêche, de chasse, de culture, et la plupart des collectivités ont vécu dans la pauvreté. Même si les gouvernements ont refusé d'honorer les traités de paix et d'amitié, ils ont quand même accepté, ils ont créé des réserves, et celles-ci ont été établies dans la plupart des régions du Canada au 19e siècle. Malheureusement, ces réserves-là étaient trop petites et les terres trop stériles pour assurer la survie d'une vaste population. Là, je vais passer à la loi sur les Indiens, que je pourrais passer juste 3 heures là-dessus, là. Mais en gros, je veux en parler parce que ça a eu quand même des gros impacts sur les peuples autochtones en général, mais aussi en particulier là, ceux dont je parle, les Mi'kmaq, les Wolastoqey, les Inuits aussi, les Passamaquoddy. Dans le fond, la loi sur les Indiens, c'est comme la principale loi qui permet au gouvernement fédéral d'administrer le statut d'Indien, les gouvernements locaux des Premières Nations, la gestion des terres de réserve. C'est une loi qui définit les obligations du gouvernement envers les membres des Premières Nations. Elle a été introduite en 1876 sous la forme d'une synthèse de plusieurs ordonnances coloniales antérieures qui visaient à éradiquer la culture des Premières Nations et à promouvoir l'assimilation de leurs membres dans la société euro-canadienne. Depuis, la loi a été modifiée plusieurs fois, notamment en 1951 puis en 1985. Et les modifications consistaient principalement à éliminer certains articles particulièrement discriminatoires, mais elle est toujours en vigueur. C'est un document qui est rempli de contradictions, qui s'est traduit pendant plusieurs générations par des traumatismes, des violations des droits de la personne et des perturbations sociales et culturelles chez les peuples autochtones.
Par exemple, en 1927, il y a une modification de la loi sur les Indiens qui interdit aux membres et aux communautés des Premières Nations de retenir les services d'un avocat ou de présenter des revendications territoriales contre le gouvernement sans l'autorisation préalable de ce dernier. Bref, ça a été vraiment difficile pour les Autochtones de faire valoir leurs droits. Par contre, ce qui est arrivé un peu suite à la Deuxième Guerre mondiale, là encore, là, je fais un grand saut, qui a mené à des modifications en 1951 à la loi sur les Indiens et qui a mené aussi à la Déclaration canadienne des droits en 1960, a obligé le Canada à faire des modifications, comme par exemple à donner le droit de vote aux Premières Nations. Là aussi, je fais un autre saut dans l'histoire, mais c'est juste pour dire, je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus parce que je ne veux pas trop passer de temps sur les guerres, mais il y a eu aussi beaucoup de... Les membres des Premières Nations ne pouvant pas faire respecter leurs droits pour juste vivre des ressources de la mer, il y a eu plusieurs conflits, dont un soulèvement à Isigouche, tout près de où on habite, en 1981. Là, en gros, c'était le gouvernement du Québec qui ne voulait pas que les Mi'kmaq pêchent le saumon dans la rivière d'Isigouche, mais quand ça se faisait par des Allochtones et des pêcheurs sportifs au Nouveau-Brunswick dans la même rivière. Cet événement-là, qui a été assez violent, il a pavé la voie à la reconnaissance des droits ancestraux ou les droits issus des traités des peuples autochtones concernant la chasse et la pêche. La nouvelle Charte des droits et libertés aussi a garanti qui garantissait des droits ancestraux aux Autochtones a aidé. Et c'est ça. Il y a eu l'article 35 de la loi constitutionnelle où il y a eu une reconnaissance et une protection constitutionnelle. Donc, dans le fond, on a concilié la souveraineté de la couronne avec l'occupation antérieure par les peuples autochtones. Ça l'a mené à des jugements là, en loi autochtone qui sont super importants, dont en 1990, le jugement Sparrow. Le jugement Sparrow, c'est un premier jugement de la Cour suprême du Canada qui reconnaît l'existence d'un droit de pêche autochtone pour des pêches qu'on appelle ASR, qui sont à des fins alimentaires, sociales et rituelles. Ce droit de pêche l'emporte sur les activités des autres utilisateurs sous réserve du respect de la conservation des espèces et de leur habitat. Ça veut dire en gros que le jugement Sparrow reconnaît à un autochtone le droit d'aller pêcher, comme par exemple du saumon. Sous réserve du respect, ça veut dire que la chose qui est la plus importante, c'est la conservation de l'espèce. Si l'espèce n'est pas en danger, cette personne-là peut aller exercer son droit à des fins alimentaires, sociales ou rituelles. Ça veut dire que ça ne peut pas être à des fins commerciales. Et il y a eu après ça toute une série d'initiatives qui ont été mises en place par le gouvernement pour soutenir et encadrer les pêches, comme par exemple la pêche ASR, ça s'appelle la stratégie relative aux pêches autochtones. Ça a été vraiment le début de l'ouverture des nations Mi'kmaq ou Wolastoqiyik dans les pêches. C'est à partir de 1995, par exemple, que les Inuits de la Côte-Nord ont pu vraiment débuter leur opération de pêche en achetant leur premier navire et permis. Ensuite de ça, il y a quelque chose qui est assez important qui est arrivé, qui semble peut-être anodin. C'est en 1993, il y a un monsieur qui s'appelle Donald Marshall Jr., qui est un Mi'kmaq de Membertou en Nouvelle-Écosse, qui a été reconnu coupable d'avoir capturé et vendu des anguilles hors saison et sans permis. Mais il faut dire que Donald Marshall, c'est un homme qui avait déjà passé 11 ans en prison pour un meurtre qu'il n'avait jamais commis entre 1971 et 1982. C'est un monsieur qui s'est battu en cour et qui s'est monté jusqu'en Cour suprême. Il a été acquitté en 1983 et son procès et son acquittement ont créé un précédent dans le système judiciaire de la Nouvelle-Écosse et du Canada. Il a été la première victime très médiatisée d'une condamnation pour meurtre injustifié à pouvoir l'annuler, puis il a ouvert la voie à d'autres personnes par la suite.
Fait que là, il est sorti de prison, mais là, en 93, il est reconnu coupable d'avoir capturé et vendu des anguilles. Mais lui, il dit que c'est quelque chose que ses ancêtres ont toujours fait. Et justement, il évoque les traités de pays d'amitié pour dire qu'il n'est pas dans le tort pour faire ça. Et vu qu'il avait de l'expérience en bataille judiciaire, il a été là, le personnage central. Il a décidé de se battre et il a été le personnage central dans une affaire importante de la Cour suprême du Canada sur les droits de chasse et pêche des Premières Nations. Il a entamé une bataille de 6 ans sur les droits issus des traités des Premières Nations, donc des traités de paix et d'amitié. Puis dans une décision historique rendue en 1999, la Cour suprême a statué que les traités de paix et d'amitié intervenus en 1760 et en 1761 lui donnaient le droit de chasser, de pêcher et de faire la cueillette pour assurer un niveau de subsistance raisonnable. Donc, à lui, il était issu des Premières Nations, mais ça donnait aussi un droit aux Premières Nations Mi'kmaq, Malécite et Passamaquoddy des provinces de l'Atlantique et du Québec. Malheureusement, Donald Marshall meurt seulement 10 ans après, à l'âge de 55 ans. Il n'a pas pu beaucoup profiter de ça, mais ça a eu un impact immense pour toutes les collectivités dans l'Est du Canada. Donc, 34 communautés Mi'kmaq et Wolastoqiyik et Passamaquoddy aussi. En Gaspésie ou au Bas-Saint-Laurent, dans le fond, depuis le début des années 2000, les communautés Mi'kmaq de l'Estigouche, de Kaskapéguac, de Gaspé, de même que la Première Nation Wolastoqiyik-Washpégouk, pratiquent la pêche communautaire à des fins commerciales de plusieurs espèces. Donc, ils se sont un peu joints à la pêche commerciale comme on la connaît là, dans le Québec moderne. À cette époque-là, Pêche Océan avait racheté des permis de pêche au mort, notamment, qui a distribué là, aux membres des Premières Nations Mi'kmaq. Et c'est vraiment devenu des leviers économiques puissants pour ces communautés-là. Je veux juste dire que, dans le fond, ces permis-là, ces permis de pêche commerciale, mais qui s'appellent des permis communautaires commerciaux, sont très différents des permis commerciaux allochtones parce qu'un permis communautaire appartient à une communauté. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être transférable d'un individu à un autre, comme par exemple, c'est le cas pour les permis de pêche allochtones. Donc, un allochtone peut s'acheter à coût de plusieurs millions, là, en ce moment, un permis de pêche au crabe des neiges et le transférer, le vendre à une autre personne. Mais dans le cas des permis communautaires, elles appartiennent aux communautés pour toujours. Et les communautés, donc, se servent de ces revenus de ces pêches-là pour financer toutes les autres activités dans leur communauté. Donc, c'est souvent le conseil de bande qui va gérer comment sont rétablis, comment sont distribués les profits issus de ces pêches-là. Parce que les communautés autochtones, c'est comme des mini-gouvernements. Ils sont responsables, là, notamment, de gérer leur santé, tout le logement sur la communauté, l'éducation. C'est des leviers super importants pour le développement des communautés. Je vais finir ma période, ma partie un peu plus aride, en disant que c'est ça, il y a eu toutes sortes d'initiatives qui ont été mises de l'avant de la part du MPO, qui est le ministère des Pêches et des Océans, qu'on appelle l'après-Marshall. C'est toute sorte de négociations qui donnaient aux communautés des accès accrus et immédiats à la pêche autochtone pour vraiment un peu réparer les torts puis contribuer là, à une subsistance convenable par l'acquisition de permis de pêche commerciale, de bateaux de pêche, d'engins de pêche, de formation aussi. D'ailleurs, l'organisation pour laquelle je travaille, la GAM, qui vient du programme PAGRAO, dans le fond, on a été créé à l'issue du jugement Marshall pour aider les communautés à se développer dans les pêches. Il y a eu aussi quelque chose qui s'appelle l'Initiative des pêches commerciales intégrées de l'Atlantique, l'IPCIA. C'est une offre de financement aux communautés de soutien et de formation qui vise le renforcement et l'expansion des entreprises communautaires de pêche commerciale
et le développement de nouvelles possibilités commerciales liées à la pêche. Ici, on a un bateau. Bon, ça date c'est assez récent. Là, ça ne date pas de 2017. C'est un nouveau au mardi là, polyvalent, si je ne me trompe pas, pour que la communauté de Gaspé a acheté, là, notamment en partie grâce à un programme comme l'IPSIA. Apaktuk, en Mi'kmaq, ça veut dire au-delà, là, comme aller au large. Et là, on entame depuis 2017 une période qu'on appelle la période de réconciliation. Là aussi, j'ai fait un saut. Parce que, bon, je n'ai pas parlé, il y a eu plusieurs conflits là, depuis l'arrêt Marshall, dans le fond, où est-ce qu'on a donné le droit aux collectivités autochtones d'avoir un accès dans les pêches commerciales. Vous avez probablement entendu parler du conflit de Burnchurch, bon, et de plusieurs autres. Je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus, mais en gros, c'est que c'est sûr qu'il y a eu une réaction de certaines collectivités allochtones qui ont eu un peu peur de voir ces nouveaux venus là, arriver puis exercer une pression sur la ressource. Mais souvent, la façon que ça s'est fait, c'est qu'il n'y a pas eu de pression additionnelle sur la ressource. Ça s'est fait par le rachat ou le transfert de permis existants. Dans le cas aussi d'activités qui sont plus à des fins alimentaires, sociales ou rituelles ou à des fins de subsistance modérée, il y a aussi des frictions entre communautés autochtones et allochtones, mais il faut dire que le niveau d'exploitation qui a été mené par les communautés autochtones est beaucoup moindre que ce qu'on voit quand on compare aux activités d'une pêche commerciale. En gros, c'est ça, la période de réconciliation, c'est une période où le ministère des Pêches et Océans a le mandat de négocier des ententes de gré à gré avec toutes les collectivités autochtones. C'est des ententes de reconnaissance et de réconciliation des droits de pêche, des ERRD, d'une durée limitée. Ça veut dire que ça peut être négocié sur 5 ans, 10 ans, avec chaque nation, là, les 35 nations. Puis, c'est dans le but, là, c'est ça, de faire progresser l'autodétermination, l'autosuffisance économique, mais aussi, on va s'entendre, c'est aussi une façon du ministère d'un peu encadrer, contrôler la façon que ça se fait. Par exemple, en 2019, Pêche Océan Canada a signé des ententes des ERRD avec la Première Nation Malécite de Vigier. Ça, c'est l'ancien nom, donc la nation Wolastoqiyik-Washpégouk au Québec. C'est un accord sur 10 ans. Il y a aussi eu une entente comme ça qui a été signée avec les Premières Nations de l'Siboktuk et de Eskonopeditch, qui est la nation de Burnchurch au Nouveau-Brunswick. C'est ça. Les communautés Mi'kmaq sont présentement en train de négocier des ententes de réconciliation comme ça. Et ça prend plusieurs années souvent là, de négociation. Je ne passerai pas trop de temps sur cette diapo-là, mais c'est juste pour dire que faire la distinction entre les différentes sortes de pêche, dans le fond, et ça, c'est malheureusement, ça c'est le point de vue du gouvernement fédéral, donc de Pêche et Océan Canada, qui, eux, aiment bien ça, là, encadrer, clarifier les choses, mais il faut s'entendre que chez les communautés autochtones, il y a autant de définitions de c'est quoi une pêche alimentaire, sociale et rituelle, c'est quoi une pêche à des fins de subsistance convenable. Il y a autant de définitions presque qu'il y a de membres dans la communauté, parce que c'est quand même une façon assez personnelle de voir ça. Ça fait que le gouvernement essaie de catégoriser, de mettre dans des boîtes, mais c'est encore assez flou. C'est quoi la différence entre les pêches, par exemple, ASR, les pêches à des fins de subsistance convenable et aussi les pêches communautaires commerciales qui, eux, vont plus prendre les règles et les réglementations des pêches commerciales allochtones. Mais en gros, les pêches qu'on appelle alimentaires, sociales et rituelles, ASR, ça découle d'une décision de la Cour suprême, la décision Sparrow. C'est un droit collectif. C'est ça, un pêcheur peut capturer seulement ce qui est nécessaire pour répondre à ses besoins alimentaires et à ceux de sa communauté. Et
C'est une pêche qui peut être autorisée à l'extérieur des saisons de pêche commerciale et avec des engins un peu différents, dans un contexte différent. Par contre, la vente des captures est interdite. C'est ça la grosse différence. Ensuite, tu as des pêches à des fins de subsistance convenable, où là, ben, la définition de subsistance convenable n'est pas coulée dans le béton. Ça, c'est issu là, de la décision de Marshall en 1999. Puis, c'est un droit collectif aussi qui permet aux membres de poursuivre leurs activités traditionnelles dans le but de subsister convenablement. Donc, ça peut leur permettre d'accumuler des éléments de base comme la nourriture, les vêtements, le logement, des commodités, mais pas l'accumulation illimitée de richesses. Donc, ça reste quand même assez flou. Donc, ils ont le droit de pêcher pour en tirer une subsistance convenable, mais assujettie à certaines limites. Fait que pour des raisons, par exemple, de conservation ou d'importance publique, ces droits-là pourraient être réglementés ou encadrés ou retirés. Je vais continuer. Juste pour vous dire un peu les impacts de tous dans le fond, ces nouveaux droits-là pour les communautés autochtones. Je parle de nouveaux droits parce que c'est quand même relativement nouveau. Là. Il y a les gens qui ont commencé dans les pêches en 98, 99, dépendamment, les Inuits, ça peut être en 95, sont encore vivants, ils pratiquent encore les pêches commerciales. Donc, c'est assez récent. Donc, comme impact, lorsqu'on a commencé à émettre des permis communautaires commerciaux au Québec en 1999, juste après le jugement de Marshall, il y avait environ une vingtaine de permis la première année. Et là, en 2019, on est rendu à 230 permis commerciaux. Là, quand je parle de permis commerciaux, là, je parle de permis commerciaux de pêche comme ce qui a été mis là, dans les pêches allochtones au Québec. Puis je comprends que là, j'ai peut-être une audience qui n'est pas familière avec qu'est-ce qui est pêché principalement là, au Québec, mais on parle beaucoup des crustacés en ce moment, comme de la crevette, comme du crabe des neiges, comme du homard. On parle un petit peu des poissons de fond. Il y en a encore, là, même si les populations sont en reconstruction. Donc, on parle du sébaste, on parle de quelques mollusques crustacés, puis aussi des mollusques, des crustacés, c'est le gros le nerf de la guerre, c'est surtout les crustacés. Là, c'est avec ça en ce moment là, que la pêche est très lucrative. Et on parle un petit peu d'aquaculture. Donc, c'est ça les revenus de pêche sur les réserves autochtones réalisés par les communautés Mi'kmaq et Malécite dans la région du Québec sont passés de 0 $ en 1999 à 25,7 millions en 2016, excusez-moi. Donc, c'est assez substantiel. Alors oui, puis je voulais vous dire, par rapport aux permis existants, les permis commerciaux allochtones dans les maritimes, il y en avait 12 047 en 2020. On parle des maritimes, on ne parle pas du Québec, mais c'est là qu'il y a le plus de permis commerciaux. Et parmi ceux-là, il y en a 472 qui sont des permis communautaires commerciaux, donc qui appartiennent aux communautés autochtones. Fait que c'est 3,92 % des permis totaux existants là, dans les pêches commerciales qui sont attribués aux Autochtones. Si on revient au Québec maintenant, pour les groupes autochtones de la région, les 4 espèces qui sont les plus importantes en termes de valeur de débarquement, en termes de valeur de capture, sont le crabe des neiges, le homard, la crevette et le poisson de fond. Puis c'est les mêmes, ces mêmes-là sont les 4 espèces d'importance pour les pêches allochtones aussi. Je vais laisser un petit peu de temps à la fin pour des questions. Pour les groupes autochtones de la région du Québec, on parle, les quantités sont passées de 62 000 kilos en 1999 à 3 millions de kilos en 2019. Les quantités de homards débarqués sont passées de 0 kg à 580 000 kilos en 2019. Puis les quantités de crevettes sont passées de rien en 1999 à 1 800 000 kilos en 2019. Ça peut vous donner une idée. Là, je vais passer rapidement parce que je vois qu'il ne me reste plus beaucoup de temps pour parler des initiatives de pêche.
Puis, c'est juste pour dire que dans le fond, si on regarde là, les valeurs de débarquement des communautés allochtones versus les communautés autochtones, en rouge, c'est les communautés allochtones, puis en noir, c'est les débarquements des communautés autochtones qui sont principalement au Québec, les Mi'kmaq et les Wolastoqiyik. Bien, ça se suit, c'est-à-dire quand c'est des bonnes années en pêche pour les allochtones, c'est des bonnes années pour les pêches pour les autochtones, mais ça représente, par exemple, en 2021, les Allochtones ont débarqué pour 381 milliards de dollars, tandis que les communautés autochtones ont débarqué pour 64 milliards de dollars. C'est quand même une proportion non négligeable des activités de pêche commerciale. Et je vais sauter maintenant aux exemples en pêche durable, à moins que, Maude, tu voulais que je réponde à des questions à cette étape-ci. C'est sûr que les pêches durables, ça nous intéresse énormément. Je te dirais peut-être rapidement, peut-être en 1 minute, un court résumé ou quelques faits saillants à ce niveau-là, puis après, on va passer aux questions. OK, puis j'ai combien de temps, dans le fond, pour ça? Pas beaucoup de temps, je te dirais. Okay. Il est déjà -5, puis on va terminer à 13 heures. OK, oui. Donc, c'est ça. Premier exemple de pêche durable, c'est la culture et valorisation des grandes algues de mer, notre projet qui s'appelle Salaweg, le projet de la gamme. Dans le fond, je vais passer rapidement le contexte. C'est qu'on a voulu développer une ressource qui était peu utilisée dans la baie des Chaleurs. Et on s'est associé avec un centre de recherche qui s'appelle Mérinov et aussi des entreprises existantes pour développer en parallèle avec la culture de grandes algues de mer, des produits alimentaires à base d'algues. On a fait l'acquisition de notre propre site d'aquaculture à Passepébiac, dans la baie des Chaleurs, en 2018, et on a commencé à faire la... Oups! J'arrive pas à... OK. Oui, on a commencé à faire la culture des grandes algues de mer. Alors, on voit ici dans la portion là, supérieure de l'écran à quoi ça ressemble des filières d'aquaculture sous l'eau. Alors, les bouées sont à la surface et le béton est au fond, dans le fond marin. Ici, on voit la culture de grandes algues de mer qui s'appelle la laminaire sucrée. Donc, on a commencé en 2018 avec 11 filières. Et on s'est développé pour maintenant diversifier notre culture. On a aussi une autre espèce qui s'appelle l'Alarie succulente et on a plus que doublé la superficie de notre site avec 23 filières en ce moment. Juste pour vous dire, on a créé aussi la compagnie qui s'appelle Salaweg Inc. en 2019, qui est une société par action appartenant aux 3 conseils de bande de Gaspé-Gag, Gaspé et de Première Nation Wolastoqiyik, Washpégouk. Et les retombées, c'est la valorisation des produits marins, la visibilité et la création d'emplois au sein des communautés. Ça, c'est nos produits. Et on vise là à développer de nouveaux produits issus de nos communautés, mais pas nécessairement des algues, donc du prêt à manger avec d'autres espèces, comme par exemple des conserves avec de la chair de crabe commun ou un beurre d'oursin. L'autre initiative de pêche durable dont je vais parler, c'est la pêche et la valorisation de l'oursin par la Première Nation Wolastoqiyik, Washpégouk. Donc, l'oursin, que vous connaissez peut-être, c'est un petit échinoderme qui s'appelle Moussakus en langue wolastoqiyik, qui est un organisme qui vit entre 0 et 50 mètres de profondeur, mais surtout dans les premiers mètres. Et qui est comme on l'appelle la tondeuse à gazon. C'est un organisme qui broute des algues. C'est ça sa propre référentielle. Et elle est pêchée en plongée sous-marine. C'est ça la particularité. Et ce qui fait qu'elle est très durable, c'est parce que l'engin de pêche est l'humain et il a très peu d'impact sur le fond marin. Donc, je vous montre aussi des photos rapidement. On trie l'espèce pour vraiment s'assurer que les petits oursins retournent à l'eau et ont la chance de se reproduire. La communauté fait des gros efforts pour développer un marché local au Québec, mais c'est très difficile parce que c'est un marché d'exportation habituellement, surtout pour l'Asie. Donc, ils sont en train de faire une étude de faisabilité pour la construction d'une usine de transformation de l'oursin avec une valorisation complète de l'organisme à Kakuna. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour... Voilà.
pour cette industrie-là, en tout cas. Puis effectivement, c'est ce qu'on avait constaté lors d'une conférence la semaine dernière avec Sandra Gauthier, que la majorité des récoltes, en fait, des pêches sont dédiées à l'exportation, malheureusement, et on essaie de ramener ça ici au Québec. Merci, Marie-Hélène. Donc, sans plus tarder, je vais passer aux questions qui ont été posées afin qu'on ait un petit moment pour y répondre. Donc, pour les différents types de permis de pêche auxquels les communautés ont droit, comment le partage des ressources issues de ces pêches fonctionne au sein de la communauté et est-ce que cela appartient au conseil de bande de décider? Donc, on y répond Oui, en bref, idéalement. Oui, c'est ça. C'est vraiment le conseil de bande qui décide comment, dans quoi il investit, mais ça ne va pas à des individus, ça va à des portefeuilles là, au sein de la communauté, là, à des services, comme par exemple à l'éducation ou à la santé. Excellent. Ensuite, on a comme question, comment voyez-vous l'évolution des permis de pêche pour les années à venir? Est-ce qu'on en verra plus de permis communautaires? Est-ce qu'on devrait en voir plus, donc, éventuellement, de ces permis? Bien, c'est sûr que les Premières Nations ils ont un taux de natalité plus élevé. Là. Ils ont une population plus jeune que la moyenne québécoise. Donc, si ça continue un petit peu comme ça, il va avoir les Premières Nations vont prendre une plus grande part là, dans les pêches commerciales en général. Donc, oui, c'est possible que qu'il y en ait un peu plus là, dans les années à venir. Excellent. Dans le développement à venir des pêches autochtones, est-ce qu'il est prévu d'allouer plus de permis ou de quotas ou de développement d'usines de transformation ou d'aquaculture? Donc là, tu le disais, c'est en évolution, c'est en croissance, puis on essaie de ramener les produits ici puis de trouver des moyens que ça reste. Oui, puis juste pour ajouter à ça, parce que les Premières Nations étaient peu impliquées dans tout ce qui était transformation. Ils ont été impliqués beaucoup dans la capture, mais vendaient à des usines allochtones. Mais là, de plus en plus, ils sont en train de structurer leurs propres usines. Fait que ça, c'est aussi intéressant. Là. Oui, c'est ça. Ils ne sont pas juste extérieurs à tous ces projets-là. Ils sont de plus en plus impliqués puis ils ont droit de parole à travers tout ça, évidemment. Et puis, au niveau des espèces à statut particulier, par exemple le bar rayé ou le sébaste, est-ce que les communautés ont accès à certains types de permis pour exploiter ce type de ressources? Oui, bien, c'est encore, ils n'ont pas accès à des permis différents. Là, quand on parle de pêche commerciale, comme par exemple le sébaste, ils doivent suivre les mêmes procédures là, que pour les pêches allochtones, vu que c'est encore une espèce qui a un statut. Je vous dirais qu'ils n'ont pas, quand c'est des espèces justement où est-ce qu'on a des enjeux de conservation, ils n'ont pas, c'est pas plus facile pour les communautés autochtones d'y avoir accès. OK. Puis est-ce qu'il y a une évolution souhaitée en ce sens ou pour l'instant, avec ce qui est disponible et accessible pour les communautés, c'est satisfaisant? Bien, c'est sûr qu'il y a des espèces qui sont à statut, comme par exemple le bar rayé, pour lesquelles on sait que la population est en importante augmentation. Je pense qu'autant pour les autochtones que pour les allochtones, ça serait intéressant d'avoir un début d'exploitation ou un début de pêche. Fait que je pense que si on y va, c'est vraiment du cas par cas là, pour les espèces. Là. Absolument. Mais, ça varie aussi d'une année à l'autre. C'est ça pour le bar rayé. Pour certaines populations de phoques, ça serait peut-être souhaitable de développer un peu plus la capture. Merci beaucoup, Marie-Hélène Rondeau, d'être venue nous rencontrer aujourd'hui. C'est déjà ce qui termine la conférence d'aujourd'hui. Alors, pour toutes les personnes qui sont en ligne avec nous, vous allez recevoir un courriel avec le sondage de satisfaction et le lien de rediffusion de la conférence qui a été enregistrée et qui sera sur notre chaîne YouTube sous peu. Notre prochaine conférence, c'est demain, mercredi 15 juin. On clôture donc cette série d'événements dans le cadre de la Semaine de l'Océan et du Saint-Laurent avec Jean-Éric Turcotte en format virtuel pour une conférence Océan de plastique de la mer à votre assiette. Merci encore une fois à Hydro-Québec, partenaire principal de la programmation, et à la Ville de Montréal. Et un grand merci à toi, Marie-Hélène, d'être venue nous rencontrer aujourd'hui, nous parler de pêche autochtone et durable. Au grand plaisir de te revoir. Merci. Merci tout le monde. Bonne journée.